Bonsoir à toutes et à tous, merci de choisir la 7 pour vous informer. À la une de l'actualité ce samedi, dans un message rendu public, les évêques du Togo ont formulé le vœu de voir les élections prochaines se dérouler dans les meilleures conditions. On y revient. Aussi, l'année 2023 a été marquée par un recul des libertés, notamment en raison de troubles survenus pendant les périodes électorales, surtout en Afrique de l'Ouest où les coups d'État ont particulièrement contribué à cette situation. Les détails dans ce journal. À l'international, une situation d'urgence en Zambie. Le président Hakainde Hichilema a déclaré la sécheresse comme une catastrophe nationale. Les récoltes sont en péril, affectant la vie de nombreux agriculteurs. Nous y reviendrons. Puis un appel du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un cessez-le-feu au Soudan, où le conflit a provoqué le déplacement de plus de 8 millions de personnes et mis la moitié de la population en situation de besoin. D'autres précisions dans un instant. Voici donc tout pour les titres de ce soir. Restez avec nous. Les Togolais se préparent à se rendre aux urnes pour les élections législatives et régionales. Dans un message rendu public, les évêques du Togo ont formulé le vœu de voir ces élections se dérouler dans les meilleures conditions. L'Église catholique, depuis l'époque coloniale, faisait partie des piliers du système politique et social dans plusieurs pays africains dont le Togo. Elle se mue en acteur politique afin de préserver la démocratie et de veiller à ce que l'espace politique soit apaisé et que le jeu soit respecté par toutes les parties prenantes. En effet, par rapport aux prochaines élections législatives et régionales qui auront lieu le 20 avril, la conférence des évêques du Togo a formulé un vœu de voir ces élections se dérouler dans les meilleures conditions. Les évêques demandent la transparence dans l'organisation, le déroulement et la proclamation des résultats issus des urnes. Concernant la campagne électorale, la CET exhorte au respect de l'adversaire politique dans les prises de parole et à la création des conditions de libre circulation de tous les candidats. Pour rappel, les évêques ont aussi plaidé en faveur de la libération des prisonniers politiques des élections antérieures. Suite à des multiples meurtres enregistrés dans les villes de Sotouboua et de Blita depuis quelques mois, la police a réussi à mettre la main sur le présumé coupable avec l'aide de la population. Ce dernier a affirmé être l'auteur de 4 des 8 meurtres enregistrés dans les localités précitées. D'autres précisions dans ce qui suit. Depuis quelques mois, les villes Sotouboua et Blita font face à une série de meurtres mystérieux, plongeant les habitants de ces localités dans une inquiétude. Après les investigations de la police, le nommé Kenou Agbenyigan, âgé de 35 ans, repris de justice, est reconnu présumé auteur des multiples meurtres récemment commis dans les dites localités. Selon le communiqué de la police nationale du 6 mars 2024, c'est la population du village de Boudjonde qui a surpris M. Agbenyigan le 21 février 2024 en possession de plusieurs armes blanches. Conduit au commissariat de Tchébébé, puis à celui de Sotouboua, l'intéressé a reconnu être l'auteur de 4 des 8 meurtres enregistrés dans les localités, notamment un à Blita, un à Tchébébé et 2 autres à Sotouboua lors de son interrogation. Selon la police, Kenou Agbenyigan serait l'auteur des autres homicides enregistrés entre le 17 décembre 2023 et le 17 février 2024 dans les préfectures de Sotouboua et de Blita. Sa cible était principalement les femmes sexagénaires. Questionné sur les motifs des crimes commis, Kenou Agbenyigan n'a donné aucune raison tenante selon la police. Il sera donc présenté à monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Sotouboua pour répondre de ses actes. Les enquêtes se poursuivent pour plus d'amples précisions sur ces meurtres. D'après Freedom House, une organisation américaine axée sur la promotion de la démocratie mondiale, l'année 2023 a été marquée par un recul des libertés, notamment en raison des troubles survenus pendant les périodes électorales. Spécialement en Afrique de l'Ouest, les coups d'État ont aggravé cette situation. L'Organisation de promotion de la démocratie a sorti son rapport sur les libertés au cours de l'année 2023. Dans son rapport annuel, les droits politiques et les libertés civiles ont reculé dans 52 pays, tandis que 21 pays ont connu une amélioration de la situation des libertés civiles et politiques. En 2023, la manipulation des élections était la principale cause du recul des libertés. Outre ces manipulations, les coups d'État ont fait leur loi dans le Sahel en Afrique de l'Ouest.
En 2023, le Niger a été le 6e pays africain à connaître un coup d'État depuis 2020. Ce qui dérange Freedom House, c'est qu'au-delà des coups qui renversent les gouvernements démocratiquement installés, les putschistes se montrent solidaires entre eux et contre les normes démocratiques préétablies. Il s'agit de l'Alliance des États du Sahel qui a décidé de regrouper les pays ayant connu le même sort. Parlant des élections, Freedom House reconnaît que beaucoup de pays africains avaient été affectés en 2023 par les violences engendrées par les élections. Par ailleurs, l'intolérance des lois contre les homosexuels a été considérée par Freedom House comme une privation de liberté. Cette intolérance est le résultat des normes africaines préétablies. La construction des barrages sur les fleuves et rivières suscite des préoccupations parmi les riverains car elle est associée à une hausse de prévalence du paludisme. Ces infrastructures semblent favoriser la reproduction des anophèles femelles, les vecteurs responsables de la propagation du paludisme en Afrique subsaharienne. 198 millions de personnes, c'est le nombre indiqué par l'Organisation mondiale de la santé OMS qui souffrent actuellement de paludisme en Afrique subsaharienne. À en croire l'organisation, la situation pourrait se révéler pire dans les prochains jours. Selon l'OMS, la construction de barrages pourrait aggraver le bilan des personnes vivant avec le paludisme. Au cours des 10 dernières années, des milliers de barrages ont été construits sur les rivières et les fleuves. Ces barrages avaient pour objectif de drainer l'eau vers les cultures, de rendre plus performants les systèmes d'électricité ou encore de pourvoir les populations en eau potable. Selon l'OMS, ces installations ont eu des conséquences non escomptées sur les populations locales, ce que souligne d'ailleurs une étude publiée dans le Malaria Journal. Selon l'étude, le paludisme et son taux de prévalence est en augmentation dans un périmètre de 9 km autour de ces barrages. Une autre étude confirme que la population des moustiques augmente autour de ces barrages. Selon l'OMS, 56 000 cas de paludisme risquent de s'ajouter aux existants juste à la fin des travaux de construction des barrages actuellement en cours en Afrique subsaharienne. Au Nigeria, les enlèvements d'élèves par des bandits armés sont devenus très lucratifs, alimentés par les rançons versées pour la libération des otages. Malgré une baisse de la fréquence de ces attaques, l'ancien sénateur nigérien Shehu Sani alerte sur le risque de fermeture des écoles si la situation ne s'améliore pas. Les détails. Au moins 287 élèves d'une école primaire ont été enlevés par des hommes armés dans l'état de Kaduna au Nigeria. Les rançons versées par les autorités et les familles des otages nourrissent le phénomène. Ils savaient très bien que s'ils attaquaient des écoles et kidnappaient des élèves, le gouvernement subirait des pressions pour négocier avec eux et d'énormes sommes d'argent leur ont déjà été versées, qu'ils utilisent pour acquérir des armes et kidnapper davantage de personnes. Le pays semble ne pas connaître de répit en la matière depuis le kidnapping de 1500 étudiants de Chibok dans l'état de Borno il y a 10 ans. La pratique met en péril le système éducatif nigérian. Le danger des attaques contre les écoles est qu'elles dissuadent les parents de laisser leurs enfants aller à l'école et qu'elles détruisent le tissu de notre système éducatif et de notre pays. Si l'analyste note une baisse de la fréquence des exactions contre les écoles, il appelle à davantage de ripostes alors que les rançons permettent de renforcer l'arsenal des assaillants. La fréquence des attaques contre les écoles a diminué de même que les attaques sur les routes. Mais il faut faire plus car la situation s'aggrave. Et si nous n'y mettons pas un terme, nous finirons un jour par constater que toutes les écoles des zones rurales ont été fermées. L'appréhension est grande. Selon un conseiller de l'International Crisis Group, les enlèvements de masse au Nigeria constituent l'entreprise criminelle sans doute la plus lucrative dans la zone nord-ouest en raison du volume des rançons.
Le président zambien Hakainde Hichilema a déclaré la sécheresse comme une catastrophe nationale et une situation d'urgence affectant les récoltes et la subsistance de nombreux agriculteurs. Malgré les mesures d'atténuation et une sécurité alimentaire prévue jusqu'à la fin de la récolte prochaine, le pays sollicite l'aide internationale face à cette crise. Le président zambien Hakainde Hichilema a annoncé jeudi une déclaration de sécheresse en tant que catastrophe nationale et situation d'urgence. Le pays connaît des conditions de sécheresse dans 84 de ses 116 districts. La saison des pluies, qui s'étend habituellement d'octobre à mars, s'est arrêtée à la fin du mois de janvier cette année. Les récoltes des fermes entièrement ensemencées ont été détruites par la sécheresse. J'ai 8 hectares de maïs et 2 ou 3 hectares d'arachides. Mais comme il n'y a pas de pluie, le maïs et les arachides sont morts. Cette année, le maïs, une culture vivrière de base qui nécessite des pluies régulières, n'a pas pu mûrir et une grande partie des petits exploitants n'ont pas pu récolter leur culture cette année. Ces agriculteurs dépendent de ces cultures pour leur subsistance et s'inquiètent de ne pas avoir de revenus pour subvenir à leurs besoins essentiels. Depuis que nous n'avons plus de nourriture, presque toute la Zambie, surtout le sud et l'est, l'ouest n'a plus rien. La plupart du temps, les nouvelles nous apprennent que la partie nord de la Zambie reçoit au moins quelques pluies. Je pense qu'il était tout à fait normal que le président déclare qu'il s'agit d'une catastrophe nationale. C'en est vraiment une. Près de 70% des Zambiens dépendent des petites exploitations agricoles pour leur alimentation de base. Yotam Mkandawire, secrétaire exécutif de l'Association des négociants en céréales de Zambie, a déclaré que le pays était en sécurité alimentaire, probablement jusqu'à la fin de la prochaine récolte. Nous sommes toujours en sécurité alimentaire en tant que pays, probablement jusqu'à la fin de la prochaine récolte, mais là où nous pourrions avoir un problème, c'est après la prochaine récolte. C'est à ce moment-là que nous devrions nous attendre à ce que le pays réagisse vraiment à la situation que nous connaissons actuellement. Diverses mesures ont été mises en place pour atténuer les effets de la sécheresse qui affectent non seulement la sécurité alimentaire mais aussi la production d'énergie. Le président zambien a demandé l'aide de la communauté internationale pour faire face à cette situation. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé à un cessez-le-feu au Soudan, où le conflit a déplacé plus de 8 millions de personnes et laissé la moitié de la population dans le besoin. Malgré l'acceptation par le gouvernement soudanais de voies d'accès humanitaire, l'ONU insiste sur la nécessité des accès sans entrave pour répondre aux besoins d'urgence. D'autres précisions dans ce qui suit. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé vendredi les protagonistes de la crise au Soudan à observer un cessez-le-feu à l'approche du mois sacré du Ramadan qui doit débuter lundi. La résolution portée par le Royaume-Uni a été votée par 14 membres. Seule la Russie s'est abstenue. Nous exhortons les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide à répondre à cet appel international uni en faveur de la paix et à faire taire les armes. Nous exhortons également les parties belligérantes à instaurer la confiance et à rechercher une solution durable au conflit par le dialogue. Une solution pacifique devenue nécessaire alors que le conflit s'enlise, plongeant plus de 8 millions de personnes dans le besoin. Il est important que ce Conseil ait parlé d'une seule voix pour condamner la violence, exiger un cessez-le-feu et appeler les parties à lever les obstacles à l'acheminement de l'aide humanitaire essentielle. Nous prenons acte de l'annonce faite cette semaine selon laquelle le gouvernement soudanais a accepté une voie d'accès transfrontalière par voie terrestre depuis le nord du Tchad et une voie d'accès par voie aérienne. Mais cela est insuffisant pour répondre aux besoins humanitaires urgents de tous les Soudanais. Il faut un accès transfrontalier sans entrave à partir de plusieurs points d'entrée dans les régions les plus dévastées du Soudan. L'aide humanitaire est attendue par la moitié des 51 millions d'habitants du Soudan. Antonio Guterres a mis en garde jeudi contre la menace qui plane sur l'unité du pays. Une année après le début des hostilités, la crise pourrait provoquer une instabilité régionale d'une ampleur dramatique, a fait savoir le patron de l'ONU.
Parlons sport pour clore cette édition. Anthony Joshua a battu Francis Ngannou par KO au deuxième round lors d'un match de boxe à Riyad. Malgré la défaite, Joshua a encouragé Ngannou à ne pas abandonner la boxe professionnelle. Francis Ngannou n'a pas fait le poids devant Anthony Joshua. L'Anglais a battu le Camerounais par KO au deuxième round samedi à Riyad en Arabie Saoudite. Alors que le Camerounais avait fait bonne impression face à Tyson Fury en octobre dernier, s'inclinant par une décision partagée. Est-ce que je m'attendais à gagner? J'ai fait de mon mieux. Je n'aime pas prédire quoi que ce soit. Je vous le dis, la boxe poids lourd est une ligne à part. C'est une division différente. Tout peut arriver. Je travaille dur. Extrêmement dur. Je pense que je peux travailler un peu plus dur, un peu plus dévoué, mais je travaille aussi dur que possible et je remets le reste entre les mains de Dieu. Ce qui arrivera, arrivera. Même si le combat devrait se dérouler en 10 rounds, si je devais gagner, je l'aurais fait. Je ne me complique pas la vie. Nous avons fait le travail. Francis Ngannou, 37 ans, montait pour la deuxième fois sur le ring de la boxe professionnelle samedi. Face à Anthony Joshua, il se frottait à une autre paire de gants. Il a été assez spécial parce qu'il m'a arrêté. Il a fait ce que Tyson Fury n'a pas pu faire. Ce n'était pas mon jour. Joshua est tout simplement bien meilleur que moi. Alors oui, ça craint, mais c'est le jeu, nous le savons tous. En fait, je n'ai pas senti le coup de poing. Je pense que c'est ça le KO. Je ne ressens aucune douleur. C'est comme ça que je sais que j'ai été mis KO. Reste à savoir la décision que prendra Francis Ngannou après ce KO express pour la suite de son aventure en boxe professionnelle. Et c'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.